Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, grosse journée, puisqu'on va donc retrouver les minutes de la BCE, et on en avait parlé dès lundi, ce sera probablement le seul catalyseur qu'on pourra avoir sur les marchés qui ont donc déjà choisi pas mal, qui ont donc déjà plus ou moins choisi leur sens. On va le voir parce que tout est désynchronisé, c'est complètement illisible, mais on va essayer de tirer un peu les choses au clair là-dedans, même si très franchement c'est pas facile, c'est pas le moment de s'imaginer faire les gains du siècle. Sur le Bitcoin, on va commencer quand même pour les cryptomaniaques. Le support tient toujours, ça fait donc 2 jours qu'on travaille dessus. Le momentum est complètement écrabouillé, c'est-à-dire qu'on est bien revenu sur la valeur 0. On a bien acceptation de cette valeur, c'est déjà bon signe, hein, c'est-à-dire que en fait, le mauvais signe, ça aurait été qu'on la traverse en ligne droite. Donc on teste ce support, on va voir si on peut glisser légèrement dessous ou non. Si tel est le cas, jusqu'où ça peut aller. Je vous rappelle que pour ma part, tant qu'on ne dépasse pas les 6120, je ne vois pas de raison de s'inquiéter ultra flip, puisqu'en fait ici on avait un précédent donc support qui avait été tenté d'être repris, qui était redevenu résistance, puis resupport. On peut quand même venir tester ce prix, ça ne me surprendrait pas. Par contre, j'aimerais que ça se fasse rapidement, si tel devait être le cas. Un petit truc comme ça, voilà, on chute, on vient tester le support et ça réagit rapide. Et derrière, je veux qu'on reprenne celui-là et qu'on rebascule au-dessus des 6003, 6004. Je vous rappelle que l'objectif quand même, c'est qu'on essaie à horizon dimanche d'être repassé au-dessus des 6007. C'est un peu le seul objectif qu'on a. En daily, bon bah voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Hop. Donc on a bien le cycle bear qui est installé, on est bien sur des oscillations négatives, le momentum est proche de 0, je veux le voir se réorienter à la hausse dans les prochains jours et certainement pas se réorienter fortement à la baisse. Cette fois nous avons un oscillateur qui arrive dans la zone de retournement acheteur pour la partie sine wave, donc pour la partie cyclique, on se rapprocherait en tout cas de la première phase de baisse de ce cycle bear. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur un support et qu'on termine un premier cycle de baisse. Ce qu'il va falloir maintenant, c'est un cycle acheteur qui déborde le signal vendeur et nous amène au moins jusqu'à la prochaine résistance pour pouvoir encaisser des gains après pratiquement 3 semaines d'attente sur le Bitcoin. Mais il faut être patient, c'est comme ça, de toute façon on fait du swing, donc il va de soi que moi si je fais 1 ou 2 trades par semaine, c'est énorme et j'en ferai rarement plus sur des time frames 2 heures. Donc voilà, bref, pas de nouveauté, toujours le risque daily, toujours au sein de la tendance baissière. Donc le risque, c'est tout simplement de ne pas trouver d'acheteurs et de partir vers un truc complètement vertical en capitulation acheteuse. L'option numéro 2, c'est qu'on trouve quand même des acheteurs, ou en tout cas que les vendeurs sortent, et dans ce cas-là, on reviendra les chercher un petit peu plus haut sur des prix plus attractifs. Voilà le scénario, rien n'a changé, ça ne bouge pas trop, hein. Enfin, de toute façon, voilà, il n'y a rien à faire ici pour l'instant, si ce n'est attendre d'avoir la réaction. Soit cassure, mais je veux une mèche basse, c'est-à-dire je ne veux pas une clôture daily en bas, je veux vraiment que la bougie vienne ça et qu'en intraday, ensuite on remonte. Dans ce cas-là, ça montre juste qu'on vient chercher des acheteurs plus bas, qu'on les trouve, et après on aura tout ce qu'il faut, je pense, pour mettre une journée suivante à la hausse. Donc ne vous inquiétez pas si le support doit céder, par contre, il faudra éviter donc les clôtures daily sous les 6200, on va dire. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire, hein. C'est pas que je veux passer rapidement les cryptos, mais c'est que voilà, là il n'y a vraiment rien à dire sur ce sujet-là pour l'instant. Allez, calendrier économique, donc aujourd'hui, pas besoin de tergiverser, 13h30 et 14h30, les deux énormes catalyseurs de la semaine, l'IPC, donc l'inflation, cœur pour le dollar et juste avant les minutes de la BCE, donc forcément quand on a ça, qui est le grand de la journée, c'est l'euro-dollar. Donc hier le dollar qui a entamé son rebond, l'euro donc, alors hier c'est plutôt le dollar qui fait bouger je trouve plus que l'euro, mais aujourd'hui je m'attends à ce que l'euro fasse quelque chose et probablement, je n'ai pas l'impression qu'on soit parti pour maintenir la tendance en place. C'est-à-dire je pense pas qu'on soit parti pour un euro-dollar baissier. Et on va voir ça. Voilà. Donc, pour plusieurs raisons, parce que sur l'euro-yen, il me semble qu'il reste un petit peu de place. Mais un petit peu de place, et encore une fois, il faut comprendre que dans le triptyque euro, dollar et yen, il n'y a pas que l'euro-dollar, il y a le yen qui est très important, et donc la sensibilité qu'on va avoir au risque. Et pour ça, j'y pense qu'il faut comprendre le problème indiciel. Donc le problème indiciel, je pense que je vais vous le présenter sous une autre forme.
Voilà, on va le présenter sous cette forme-là, qui est donc en fait un chart un chart multi-instrument. Là, en fait, ce sont les principaux indices. Et voilà, moi, ce qui me pose problème, si vous voulez, c'est qu'on a une décorrélation complète, mais vraiment complète, au niveau du monde entier, de choses qui n'ont aucun sens. Et encore, je suis poli. Alors là, par contre, il m'en manque beaucoup. Alors, on va remettre, je pense qu'il y en avait beaucoup qui avaient été cachés. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, on voit bien que d'un point de vue indiciel, il y a quelque chose qui s'est fracturé depuis quelques mois. Et on n'a plus du tout ces belles, ce qu'on appelle la croissance synchronisée. C'est-à-dire qu'en fait, en général, on a de la croissance boursière plus ou moins synchronisée. Quand ça monte, tout le monde monte normalement et tout le monde en bénéficie. Là, on voit que depuis le choc du début de l'année, c'est plutôt effectivement le thème guéguerre commerciale qui domine et qui est gagnant, qui est perdant, qui va gagner, qui va perdre. Et on voit que pour l'instant, c'est toujours les mêmes gagnants. C'est-à-dire que si on se place par rapport au niveau de synchronisation des sommets, voilà. On voit qu'il n'y a plus rien du tout là-dedans, dans ce marché. Hop, je vais essayer de faire mieux que ça. Limite, oui, si, on va zoomer encore un peu. Voilà. Voilà. On voit bien que depuis le début, ça tergiverse à ne plus en pouvoir. Qui sont les grands bénéficiaires pour l'instant? Alors attention, c'est le FTSE et le Nasdaq, et je m'attends à ce que, entre guillemets, tout ce petit monde se fasse bien dézinguer. C'est-à-dire que je pense que maintenant, le niveau de décorrélation commence à être tellement fort qu'au bout d'un moment, la Chine va rattraper, les États-Unis vont se péter la gueule, et il y a de la marge. C'est-à-dire, je vois un bon moins 5% sur le Nasdaq, et on revient, et un bon moins 5%. C'est-à-dire, pour moi, la moyenne, c'est effectivement la zone européenne. Je pense que la zone européenne, nous, on a fait le job, on a corrigé, moins que les Chinois, mais on a corrigé. Wall Street n'a rien fait, donc je pense qu'au bout d'un moment, Wall Street, ils vont s'en prendre une, ils vont pas la voir venir. Et que, évidemment, côté Shanghai, ça va pouvoir se calmer. Mais en fait, je pense que cette phase de décorrélation, de spread, d'augmentation des spreads, alors que normalement les indices sont quand même supposés monter de consort, et là, il faut se dire que je m'attends vraiment à ce que ça remonte assez brutal, mais que ça se casse la gueule. Donc, qu'est-ce qui pourrait permettre ça? Je pense qu'il y a un sale truc qui va pas tarder à arriver, qui va pénaliser massivement l'économie américaine et pas l'économie chinoise. Et malheureusement, j'ai envie de dire que je ne vois pas énormément de schémas permettant ça, si ce n'est que la Chine va probablement vendre des T-bonds, et ça va pas plaire aux Américains. Donc je vous le dis déjà depuis plusieurs jours, je surveille très attentivement le comportement de l'obligataire américain. Parce que je pense qu'un sale truc se profile et que ça va pas, voilà, ça risque de faire très mal à l'économie américaine. Donc on va surveiller tout simplement ça, parce que ça me semble vraiment essentiel de faire attention à ça, parce que ça pue. Et évidemment, ça devrait tirer sur le secteur tech, qui n'aime pas du tout la dette. Donc évidemment, si la dette américaine commence à être un petit peu dangereuse, vous avez bien compris, le secteur tech est plus endetté que pendant la bulle, qu'au sommet de la bulle de 2000. Donc voilà, encore une fois, la dette et les techs, c'est vraiment un sujet extrêmement piquant que Wall Street ne veut pas voir. Et puis en plus, si vous enlevez la tech, c'est-à-dire si la tech devait se péter la gueule de 10 à 15%, autant vous dire que tous les indices feront pareil, puisque toute la pondération indicielle est à la baisse côté États-Unis, sauf le secteur tech et quelques autres secteurs qui font des petits rebonds. Mais en gros, sous le fond de la cote US, c'est une rotation sectorielle baissière, des capitaux qui sortent de l'économie américaine. Et à côté, vous avez la bulle tech, où là, tout le pognon arrive, ça afflue. Et comme ces techs sont également représentés dans les autres indices, les autres indices, du coup, se maintiennent bien. Donc en fait, il faut bien comprendre que Wall Street, ça ne tient qu'à un fil, ça ne tient qu'à la tech. Et en gros, vous faites tomber la tech de 15%, tout le monde se pète la gueule à Wall Street. C'est-à-dire tous les indices tomberont assez violemment. Donc il faut faire attention à ça. Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement la nécessité de paniquer et de se voilà. Encore une fois, si cette baisse arrive, elle est normale et elle sera tout simplement brutale, parce que effectivement, quand Wall Street rêve, si au final on se rend compte que la réalité doit revenir, en général, ça fait pas plaisir aux investisseurs de devoir
de devoir sortir. Mais encore une fois, moi je vois passer beaucoup de graphiques et tout simplement, mais en fait maintenant il n'y a plus d'investissement aux États-Unis. Les seules personnes là qui achètent des indices, on se demande qui c'est. Est-ce que c'est les retail qui achètent via des ETF, via du voilà, ou est-ce que c'est du fonds spéculatif? Moi franchement aujourd'hui je me pose la question. Mais Bloomberg a créé un indice investisseur, donc à partir de grands fonds d'investisseurs, enfin de gros fonds d'investisseurs. Ils n'achètent plus Wall Street. Donc qui achète? Voilà, c'est la grande question. Parce qu'il y a quand même du volume, et je pense que ça, c'est vraiment la chose à noter. Les volumes sont là à Wall Street. Ils sont vraiment là, et je trouve ça extrêmement dangereux qu'on traite autant de volume à Wall Street avec des indices qui sont en train de plafonner. Donc il faut commencer à se poser la question, en fait. Est-ce que Wall Street est réellement un marché haussier, ou bien est-ce que Wall Street voit des bougies haussières mais qui d'un coup va repartir sur un truc comme ça. Moi je reste persuadé de toute façon que ça c'est un premier choc qui va précéder un second. Pour l'instant le marché m'a dit non, puisqu'on en a tenté un ici, ça n'a pas passé. Je m'attends à ce qu'il y en ait encore un qui arrive, mais pour l'instant je ne peux plus. Voilà. Donc là moi j'attends tout simplement d'avoir un signal à Wall Street. J'ai maintenant un momentum bearish et clôturé sur la journée d'hier dans un sine wave bearish sur un niveau technique en échec de franchissement d'un plus haut trimestriel. Moi voilà, hier ça ne me suffit pas pour vendre. Je préfère être honnête. On va retourner sur l'eurodoll juste derrière. Hein. Hier ne me suffit pas pour vendre. Mais aujourd'hui, honnêtement, je pense que je vais peut-être y aller. Pas tout de suite, pas ici. Parce que, voilà, je pense qu'on peut revenir tester cette zone de prix. C'est-à-dire, en fait, vous voyez ici, on a rangé. On a créé un range ici. Hop. Voilà. Dont on est sorti par le bas. Donc ici, c'est une zone résistante. Mais je pense que pour qu'elle devienne vraiment résistante, il va falloir qu'on revienne y tester un petit coup. Ouais, c'est-à-dire que là, on vient la rejeter au bas de la zone. Voilà. Mais je pense qu'on peut éventuellement essayer de revenir tester le médian, c'est-à-dire ce prix-là exactement. Et c'est celui-là que je veux shorter aujourd'hui. Donc, moi, je surveillerai ça. Si ça passe, aujourd'hui, ça m'intéresse. On est déjà dans un cycle bear, on squeeze. C'est pour ça que je m'attends à ce que le marché d'un coup nous fasse ça cet après-midi à l'ouverture à Wall Street, avant de terminer dans le rouge ce soir. Et je m'attends donc en fait à une journée qui fait vraiment ça. Hein. C'est-à-dire là, on ne fait plus rien du tout. Voilà. On est en 15 minutes, hein, donc voilà, on ne fait rien du tout jusqu'à les catalyseurs. On attend légèrement à la hausse, le catalyseur arrive, les minutes de la BCE, et derrière ça baisse. D'accord? Moi je m'attends à un truc comme ça, puis une séance à Wall Street un peu morne qui finira ici, avant de retrouver un vendredi baissier, et là, c'est le coup de grâce. C'est-à-dire que là, si vous imaginez ça en daily, d'accord, on enlève ça, vous dites, en gros, ça nous donne, aujourd'hui, on essaie de remonter en mèche haute, c'est-à-dire qu'on fait mèche basse, mèche haute, et demain, bougie baissière. Et alors là, vous voyez ce que ça nous fait en hebdo. On va cacher tout, voilà. C'est-à-dire que là, en hebdomadaire, on effacerait complètement la bougie ici, on reviendrait clôturer à 2759, et je pense même moins que ça, parce que 2759, c'est que là. Donc je m'attends à ce que demain, on aille clôturer même plus bas que ça, probablement ici à 2744, sous ce plus haut-là, Et là, j'aime autant vous dire que ça va devenir piquant. Parce que si on vient clôturer à 2744, ça nous ramène ici. Ça veut donc dire que tout l'avalement haussier est complètement annihilé. On reviendra clôturer à l'intérieur du chandelier d'avalement haussier. Et alors ça, c'est plutôt mauvais signe. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on n'a pas de tendance. Et que ça, à Wall Street, ils l'ont payé très cher, ce mouvement haussier. Si jamais ça repart vers les supports la semaine d'après, ce qui, pour moi, a le plus de chances de se passer, on est quand même dans une oscillation négative du momentum. Et ça nous fera, je vous le rappelle, des prix et momentum baissiers en hebdomadaire. Je pense que cette fois, ils ne pourront pas résister à Wall Street. On a même cette fois les cycles vendeurs côté sine wave. Donc là, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour tout simplement mettre un coup au moral à Wall Street. Et ensuite, ça va vite devenir assez sanglant. Une fois qu'on pète ces supports-là, le risque, c'est que Wall Street continue de saigner et que tout simplement, ça, ce soit notre top historique. Hein. C'est pas impossible, c'est même assez... Moi, honnêtement, je pense que tout le monde s'imagine qu'on va aller plus haut en 2019 et compagnie. Et au final, si on n'y allait pas. Voilà. Donc moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, je passe baissier et je ne prendrai plus que des ventes sur les actions du monde entier.
Et à Wall Street, pour l'instant, c'est eux que je veux taper en premier parce que c'est eux qui ont qui ont accumulé le plus d'avance. Et si effectivement le marché doit revenir sur des ranges avant de passer bear market dans les prochaines années, et ben, ça veut dire que c'est probablement à Wall Street qu'on a le plus de potentiel de baisse, potentiel qui a déjà été exprimé sur la zone chinoise. D'ailleurs, j'ai récupéré ce qui me restait de Hang Seng, donc je n'ai plus de vente sur les Chinois. Je vais probablement racler le JPN bientôt, mais celui-là, je pense qu'il a encore du potentiel. Le FTSE également, je reste à la vente puisque ça fait partie des leaders, on l'a vu, et lui, je pense qu'il va pouvoir se faire démonter allègrement dans pas longtemps aussi. Mais voilà, donc à surveiller, cette clôture hebdomadaire sera extrêmement importante. Il va de soi que j'aimerais la voir avec une clôture négative, ce serait vraiment parfait. Terminer avec un vendredi bien bear pour pouvoir attaquer une semaine prochaine, je l'imagine, assez baissière si ça devait être le cas. Évidemment, si on arrive à franchir la résistance ici, je pense que c'est sans grande peine le sommet historique qui sera coté sous quinzaine, on va dire. Et dans ce cas-là, on profitera de la trêve estivale pour aller chercher le sommet historique dans des volumes très faibles. Mais moi, je préfère être franc. Voilà, regardez historiquement comment se comportent les volumes à Wall Street. Voilà, regardez bien le volume en bas. Donc là, c'est bien gros volume dans un creux. Là, volume dans un creux. Là, on a du volume plus que sur le creux. Et là, par contre, on est sous résistance. Alors moi, je vous dis, quand je vois ça, généralement, c'est pas bon signe. C'est même très mauvais signe. Ça veut surtout dire, en général, là, que les investisseurs sont en train de sortir du marché et que quand ils sortent, qui achète les supports? Voilà. C'est la grande question, moi, que je me pose. Est-ce qu'on a eu un cycle d'achat là, spéculatif, vraiment spéculatif, ou bien est-ce qu'on est vraiment en train d'essayer de marquer la résistance? Et là, moi, honnêtement, je pense que c'est des signaux bear qui arrivent derrière. Et c'est vraiment le décrochage, là, comme ça, 10, 15%. On revient chercher ce support-là. C'est pas la fin du monde, hein, vraiment pas la fin du monde. Mais ça marquera, je pense, à terme, la fin de la tendance haussière. Voilà. Et tout le monde aura bien vu que derrière, il n'y a plus grand-chose à grappiller. On pourra entériner toute idée de bulle spéculative. Voilà. Moi, j'aimerais surtout ça pour casser complètement le moral des boules et que derrière, ils arrêtent de voir des étoiles partout. Parce que là, il faut arrêter. Il n'y a que Wall Street qui voit des étoiles. Le reste du monde, ça ne va pas du tout. Les émergents non plus. Donc, au bout d'un moment, il va quand même falloir que Wall Street ouvre les yeux sur la réalité physique de la croissance perpétuelle qui n'existe pas. Voilà. Au bout d'un moment, il faut bien que les cycles de croissance se terminent. On voit bien qu'on arrive au bout d'un cycle. Il n'y a que Wall Street qui pense qu'il nous reste encore 3 ans de hausse. Voilà. Allez, parenthèse refermée sur les indices. Donc, à comprendre qu'aujourd'hui, c'est donc tout sur l'eurodoll et à savoir si, une fois de plus, le dollar va servir d'actif refuge ou non. Si le dollar sert de refuge une nouvelle fois, je pense que le gold cassera son support. Voilà. Maintenant, moi je vais être honnête, le gold est survendu en unité de temps hebdomadaire et le dollar a assez fait le con. Au bout d'un moment, il va quand même falloir arrêter aussi sur le dollar. Je vais m'exprimer immédiatement sur le DXY, c'est-à-dire que pour moi, là, le DXY, il n'est plus vraiment haussier. Hein. Là, je pense qu'on a fait le job et qu'on va ranger ce cycle baissier, retracer le momentum sous les valeurs ici, revenir chercher la trade line, ce qui veut dire que pour ma part, là, on a 2-3 mois de consolidation à venir sur le dollar. Pas un mois haussier sur le dollar. Ce qui me fait penser que les hausses qu'on a fait hier, même aussi brutales soient-elles, ne me semblent pas être des hausses durables. Voilà. Je pense qu'on est dans des cycles baissiers. Le dollar reste haussier, qu'on est d'accord, qu'on soit bien d'accord. Je pense que le dollar ira plus haut que ça, mais ce cycle bear, je pense qu'on va quand même le passer à plat. C'est-à-dire, je m'attends à ce que ça consolide comme ça. Hop, et qu'éventuellement, vous voyez, on fasse une structure épaule, tête, épaule. Donc je m'attends à ce que le dollar revienne consolider vers cette zone-là au minimum, voire venir chercher l'épaule, tête, épaule, mais je m'attends quand même à des consolidations sur le dollar, ce qui veut dire qu'il y a des phases de baisse à venir sur le dollar, et donc j'espère enfin notre gold pourra trouver la sensibilité au risque qui pourrait venir du coup d'une baisse à Wall Street. Tout simplement, le dollar entre en consolidation. Le pétrole hier s'est fait dézinguer et on va en parler juste après parce que pour moi c'est l'élément déclencheur qui montre que là Wall Street quelque chose va très mal se passer dans les prochaines heures.
enfin dans les prochains jours. Et je pense qu'avec les catalyseurs qu'on a là, on a peut-être quelque chose pour déclencher le mouvement. Je vous dis, il manque une étincelle pour complètement embraser le truc, et pour l'instant, ça passe pas. Donc sur la partie euro-doll, je m'attends donc tout simplement à un dollar baissier, à un euro plutôt enfin un euro qui sera plus solide à court terme, avant évidemment de se prendre une belle clacasse. Mais je vois bien pour l'instant donc une petite remontée ici sur la paire euro-dollar, c'est-à-dire revenir chercher l'épaule tête-épaule. Ça ne fait pas amener très loin, c'est-à-dire ça nous ramène l'euro-dollar à peu près par là, comme je le disais, vers les 1,1950. Je pense que c'est le mouvement à venir sur les prochaines semaines, d'un mouvement haussier sur l'euro, mais je pense par contre cette fois que le yen sera plus fort. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois un euro haussier, à la fois un yen haussier. Je pense que là, cette divergence-là, elle n'est pas. Je pense qu'on va la démonter, mais allègrement. Parce que tout simplement, pour moi, l'euro-yen n'est pas un actif haussier, c'est pas un actif qui. C'est un range, en fait, l'euro-yen. Vous voyez, ça contracte. Donc quand ça contracte comme ça, je ne vois pas de raison qu'ici, ça, ce soit une consolidation et qu'on aille ici. Ça me semble très peu probable. Par contre, ce qui me semble le plus probable, c'est que ça fasse ça, 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 qu'ici, on fasse les couillons parce que pour l'instant, l'euro va s'apprécier, mais pas le yen. Et vous allez voir que dès que ça va déclencher à Wall Street, on va voir l'USD-yen après. Vous allez comprendre, c'est lui, pour moi, le cœur du sujet, c'est l'USD-yen. Et je pense que l'euro-yen a un peu de place pour aller légèrement plus haut. Moi, je l'attends à 132,20 pour être précis. 132,20, par contre, j'attends avec du levier sur l'euro-yen. Et là, je vais le cartoucher sévère. C'est-à-dire qu'en fait, rappelez-vous, pour activer la divergence, là, il va falloir franchir la résistance. Et je pense qu'on va venir la chercher, échouer, et se repéter la gueule allègrement derrière, avec une explosion du yen. C'est-à-dire que même si l'euro restera à une dynamique un petit peu plus haussière, je pense que l'USD-yen, lui, va se prendre une tartasse atomique. Voilà, donc l'USD-yen, moi je pense qu'il a un petit peu de potentiel pour aller chercher un tout petit peu plus haut les 112,73, mais lui il va se retrouver avec un dollar baissier et un yen en explosion. Je m'attends à ce que derrière il retombe ici. Donc là ça fait mal, c'est-à-dire qu'en weekly, lui il risque de prendre une bonne claque et il pourra même éventuellement casser les supports, basculer sous les 100, et je pense venir chercher cette zone-là, qui est vraiment la zone majeure sur l'USD-yen. Vous voyez, hop, ici, je vais la noter c'est pas une zone rouge, hein, voilà. C'est vraiment ici, c'est une zone majeure. Techniquement et historiquement parlant, on a énormément oscillé autour de ce niveau de prix. Je pense sincèrement que là, on peut y aller. Sans parler de ce petit support ici. Si on va y arriver. Hop, qui n'a pas été retesté. Et je pense que celui-là, on va aller lui dire bonjour. Donc, attention, mais l'USD-Yen, il y a plusieurs options. L'option numéro 1, effectivement, c'est juste, on vient là. C'est possible. Et dans ce cas-là, on contracte et on reste comprimé dans le triangle. Ça reste que quand même, sur la paire USD-Yen, ça fait une chute de 5%. Hein. Yen et dollars combinés. Je pense sincèrement que pour moi, l'USD-Yen peut aller plus bas que ça. C'est-à-dire revenir ici, probablement même casser ça. Et je vous dis, le risque, c'est même qu'on aille jusque-là. Voilà. Et après, éventuellement, on remonte. Mais on est sur des actifs qui sont dans des ranges, je vous le rappelle. Et dans des ranges, on a tendance à bouger en deux vagues. Une vague, consolidation, une deuxième vague, première vague, consolidation, deuxième vague. Et généralement, on vient chercher des retracements proches des 61%. C'est-à-dire que si vous vous mettez là-dedans, voilà, notre 61%, il est où? Ici. Pile poil là, regardez, hop, si je l'enlève, ouais, vous avez vu le truc? Ok, donc moi pour moi l'USD-Yen c'est pas haussier. Je sais que tout le monde aimerait que ce soit le cas, mais c'est toujours pareil. C'est la résilience hallucinante qu'on a à Wall Street actuellement. Pour moi les signaux sont bears et tout indique qu'on va aller chercher le bas de la dump zone au minimum, voire la zone bleue. Mais il me semble qu'en tant que vendeur il faudra s'arrêter là. Ça fait quand même 95. Donc dans ce scénario là, sur la partie USD-Yen, ça fait une baisse de 15%. Voilà, donc pour moi, tout indique qu'il y a un gros swing de 15% à venir. Je ne pense pas qu'il soit haussier sur l'USD-Yen. S'il l'est, ça veut dire que les indices partiront en bulle, les indices américains, pas nécessairement tous les autres. Ça, c'est tout simplement le contre-pied à Wall Street. L'USD-Yen se casse la gueule, le risque revient à vitesse grand V et Wall Street commence à comprendre que ce qu'ils ont acheté, c'est de la merde et qu'au contraire, il va falloir s'en délester. Donc attention, on arrive sur le cluster, c'est-à-dire que ici, je pense qu'il y a encore un petit peu de marge sur la partie USD-Yen pour venir tester ce prix-là exactement. Vous voyez, là vraiment, hop, vient ici. Voilà, là aussi, vous voyez, si je dois placer mon curseur, alors là, prenez-le sur toute la largeur.
voyez, c'est ici vraiment que je le placerai. C'est là où il y a eu le plus de swing. Alors on a réussi à aller un petit peu plus haut des fois, hein, c'est-à-dire que pour moi c'est ici le prix très attractif, et plus on ira au-dessus, plus ce sera attractif, mais normalement on ne doit pas aller vraiment loin, c'est-à-dire qu'un 113,20, 113,30, ça peut se faire sans problème, sur des catalyseurs, voilà, sur des petites mèches de catalyseurs, mais moi il me semble que c'est effectivement ici que se trouve le prix intéressant pour jouer le swing baissier, c'est-à-dire ici tu viens, hop, ça marche pas, ici on trouve un exit ou un TP, et derrière, bam, on dégomme tout. Donc c'est un trade à prendre sur plusieurs jours, hein, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément déclencher aujourd'hui, demain, mais je m'attends à ce que d'ici quelques temps, ça commence à se dégrader. Et puis je vous dis, il manque une étincelle, hein, c'est-à-dire que là, il suffit que du jour au lendemain, ça reparte à la baisse, et voilà. Et où aujourd'hui sur le catalyseur, je vous dis hop, on fait monter un petit peu, on vient chercher le niveau technique, on reflue, dans 2-3 jours on rebaisse, et plus rapidement on ira vers les supports, plus derrière je pense qu'on lancera un mouvement de ce type, un mouvement plus de ce type-là, c'est-à-dire un mouvement assez vertical, assez brutal, qui pourra prendre Wall Street, mais complètement à contre-pied. Hein, voilà. Mais imaginez-vous bien, voilà, moi je vois bien un mouvement comme ça, gros breakout baissier, ça prend tout le monde de revers et au final le marché s'écroule dans un mouvement assez brutal sur l'USD Yen avec à la fois un dollar consolidant qui consolidera dans des cycles. Hein. Le dollar, j'ai dit, ne sera pas une tendance. Donc comme le dollar ne sera pas en tendance, je pense que c'est le yen qui risque de l'être et du coup ça fait qu'on aura un yen tendanciel versus un dollar légèrement consolidant. Ça donnera normalement une paire USD Yen ultra violente. Donc moi les deux m'intéressent, euro yen, USD yen, parce que comme c'est plutôt un range, mais que dans ce jeu de range, à la fois le dollar et à la fois l'euro vont un peu batailler par moment, donc on aura des phases très performantes sur l'euro yen, mais je pense que vous choisissiez euro yen ou USD yen, il me semble que les deux procurent un intérêt très intéressant de trading. Le GBP, alors voilà, donc le GBP, on y est, ça commence à travailler, c'est bien, c'est-à-dire que malgré toutes les pressions baissières, ça ne veut pas baisser. Et moi, ça me plaît bien. C'est-à-dire que j'aimerais maintenant qu'on entérine le momentum. Je vous rappelle que là, c'est guerre de cycle contre momentum. C'est-à-dire que tout est fait pour maintenir le momentum baissier et la pression baissière sur le GBP-USD. Mais ce que je vois, c'est que malgré les catalyseurs, les prix ne s'effondrent plus. Donc ça montre qu'il y a quand même des acheteurs dans ce marché-là. Et moi, ça m'intéresse. C'est-à-dire, je veux qu'on termine cette consolidation en deux vagues. On est sur un overlap de vague 1. Je veux qu'on le garde, cet overlap. Je ne veux pas qu'on aille plus bas. J'aimerais que ça remonte d'un coup. Alors, je ne sais pas trop ce qui peut permettre de remonter. Il y a des centaines de catalyseurs où ça peut se faire tout simplement sur un effet de base dollar. Si ça se fait dans ce cas-là sur un effet de base dollar, je pense qu'on peut avoir un GBP-USD qui remonte. Moi, il va de soi que vers ces zones-là, je vais commencer quand même à encaisser des petits profits. C'est-à-dire que si on va là, je commence quand même à encaisser par sécurité. Si je vois des signaux vendeurs, hein, voilà. Si je vois rien, j'attends qu'on vienne chercher la zone. Mais je vais effectivement surveiller ça là. Voilà. Là encore, hein, je prends la médiane, c'est-à-dire vous dites on a constitué un range, je prends le prix médian, c'est là. Et ça me dit par là, effectivement, moi je vais essayer de surveiller à ne pas me faire enfler. Donc si ça vient là, attention donc sur cette zone à ne pas trouver de signaux vendeurs. Si ça venait à être le cas, pour ma part, je préfère sécuriser. Donc voilà les scénarios pour moi sur la paire GBP. Je reste à l'achat pour l'instant, il n'y a pas de souci, mais je veux voir la force et la direction qui pourrait nous y mener. Ça sent quand même la vague 3 étendue, donc typiquement j'aurais tendance à dire que c'est quand même ici qu'il y a la plus grande probabilité donc, de terminer la vague 1. Derrière suivra une vague 2, hein, c'est-à-dire ça fait ça, et après on repasse. Mais vous voyez, dans le schéma, ça ne change rien en fait, dans le schéma global. La façon d'y aller, pour moi, ne me dérange pas. Mais je pense qu'on se dirige quand même, quoi qu'il arrive, vers un GBP-USD haussier, à la fois par une reprise du GBP, et puis je vous dis cette fameuse consolidation du dollar. Et puis derrière, à terme, je pense que le GBP va tout simplement, complètement, même si on a un dollar haussier, on devrait avoir un GBP haussier tout simplement parce qu'elle s'est tellement fait ramasser, cette devise, qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'elle rattrape un peu tout ça. Les rattrapages techniques, je vous le rappelle, hein, sur le GBP-USD, sont des rattrapages hebdomadaires qui, pour moi, sont à faire dans la zone des 1,48 avant, évidemment, de reprendre un directionnel baissier. Mais donc, vous voyez, hein, quand je vois ça, là, franchement, GBP-USD en hebdo, c'est ultra propre. 3 semaines de mèche basse, un cycle bullish, un momentum bullish, ça va partir, ce truc-là, au bout d'un moment. Mais je m'attends à ce que
la structure se fasse sous forme rounding bottom. Donc il faut juste de la patience sur ce scénario-là. Mais honnêtement, c'est un scénario qui pour moi a peu de chances d'échouer. Il faut juste le jouer avec un bon risque ratio rendement, être patient, pas trop se surexposer. Mais une fois que ça va déclencher, la tendance daily prendront son droit et je pense qu'on pourra bénéficier d'un très très beau mouvement haussier, tout comme l'a été la grosse phase de décrochage ici. Et je m'attends vraiment à ce que voilà, hop, rounding bottom. Je vous ai mis des swings, hein, mais attendez-vous à ce que ce soit rond ces mouvements-là. Voilà, ça fera peut-être un truc comme ça baissera, ça remontera, ça rebaissera un peu moins, et puis hop, voilà. Et je m'attends vraiment à ça. Donc, un peu de patience pour l'instant, toujours sur cette zone GBP-USD. Hein, mais voilà, par exemple, vous pouvez imaginer ce genre de schéma-là, et vous voyez, ça fait vraiment 2-3 swings à jouer, mais il n'y aura plus de pullback, ce qui fait que les achats qui auront été pris en bas sur le GBP-USD, dès que ça commencera à décoller, ce sera du bonheur pour les comptes de trading. Voilà. La UDNZD, bon, toujours, no comment, ça consolide, on semble parti sur une vague 4 en triangle, effectivement, ça se voit bien. Donc attention à pas immédiatement s'imaginer que le truc est complètement boule. Je pense qu'on fait un triangle et ensuite éventuellement on le reprendra. Mais je pense que notre vague 4 est terminée et que va se terminer, pas encore, hein, se terminera probablement dans ce cas-là ici. Ce qui est bien, c'est que ça va rehausser les targets. Puisque je vous rappelle que dans le cas d'un triangle, on prend pour projection le point de départ de la vague 5 et pas le plus bas de la vague 4. Hein, voilà. Donc là, il faudra attendre et donc attendre que ce point 4 soit formé et validé. Donc théoriquement, A, B, C, D, E, une petite vague de baisse à refaire là avant de trouver l'extraction haussière et de passer à nouveau sur les leviers 7 à UDNZD. Pour l'instant, moi je vous rappelle, j'avais mis mes stop lines, n'ont donc pas été déclenchés. Donc je suis toujours levier 6 et je m'attends à repasser levier 7 à la cassure de ce triangle. Attention, hein, ça peut très bien aussi faire ça, monter ici, puis rebaisser en 2 vagues. On ne connaît pas le timing. Maintenant, bon, voyant le timing de la consolidation de la vague 2, je pense qu'on peut avoir sans grand problème une vague 4 ici. Maintenant, ça me paraît quand même chelou. Normalement, on peut pas normalement faire 2 triangles au sein d'une même structure. C'est-à-dire comme on a fait un triangle là, quoique pas forcément en fait. Ouais, bon, c'est difficile à dire. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, moi, la UDNZD, j'ai dit vague étendue, donc quoi qu'il arrive, ce truc-là, je flippe pas trop dessus. Je me fais pas de grande inquiétude. Donc sur la partie indicielle, donc je vous l'ai dit, je reste vendeur Eurostox, UK et JPN pour l'instant, mais JPN, je vais peut-être encaisser au final. À surveiller et je surveille donc Wall Street aujourd'hui en extension légèrement haussière pour venir éventuellement essayer de tenter une petite vente à 2790. Si ça passe pas à 2790, tout simplement c'est qu'on ira un petit peu plus haut et dans ce cas là ça m'intéresse pas, mais je tente des petites ventes, voilà, comme ça, à voir. En tout cas, voilà, vers cette zone-là, donc on va dire les 2784 jusqu'à 2790, il me semble qu'il y a des prix assez attractifs pour tenter des ventes en piège. Le principe, ce serait qu'on n'arrive pas à tenir la moindre clôture au-dessus des 2790, et si on n'arrive pas à clôturer en daily au-dessus de ce niveau de prix, et qu'on commence à attaquer les supports, je pense que c'est là que les boules vont comprendre qu'ils sont en train de se faire enfler. Et l'objectif, c'est vraiment de leur prendre littéralement très agressivement tout ce qu'ils ont pris eux. C'est-à-dire, vous voyez, là, ça, de leur remettre la même dans l'autre sens. Et alors là, je vous dis, le sentiment bullish, il se fera complètement démonter. Vous voyez, un peu un truc comme ça. Voilà, il monte, ça plafonne, et puis derrière, ça baisse, et on les démonte. Ou un truc, voilà, comme on avait à l'époque. Vraiment, les mouvements volatiles, ils croient que ça passe, et puis ça passe pas, ça vend, et voilà. Retourner de la volatilité, retrouver de la volatilité avec des pics assez rapides. Vous voyez qu'on arrête les structures où on passe 3 plombes sous les résistances. Voilà. Je pense que là, maintenant, il faut montrer qu'on a assez de vendeurs pour aller attaquer les supports. C'est-à-dire ça bloque ici, au maxi, on revient là, et on essaie de terminer la semaine assez bas pour s'offrir une semaine prochaine baissière qui viendra démonter ce support-là. Et si on fait ça, là, on est bon. Parce que ça, c'est le support guerre commerciale. Donc, il faut vous dire un truc, ça, c'est en gros, c'est ce que Wall Street a pricé de la guerre commerciale. Moi, je pense qu'ils se sont complètement plantés dans la gestion de leurs risques et que il va falloir racler leur stop. Et que dans ce cas-là, ça se passera ici. Et par là, on va avoir une flopée de stop qui va se déclencher. Et alors là, à partir de là, je pense qu'on ira très rapidement chercher la zone bleue. Donc, je n'ai rien changé par rapport à Wall Street. Je pense simplement que le scénario a été brouillé. Toujours pour la même raison, les vendeurs de volatilité ont tenté une nouvelle fois leur coup. Seulement, pour l'instant, on n'a pas encore la sortie.
Donc deux options, comme je vous l'ai dit, soit la volat est vendue, tout ira bien à Wall Street, on pourra continuer de performer, dépasser les zones de vente que je recherche sans donner de signaux ou en donnant des signaux et dans ce cas-là en stoppant une nouvelle fois des trades spéculatifs. La seconde option, c'est tout simplement la volatilité est maintenant orientée à la hausse. On prend les acheteurs à contre-pied brutal et on se dirige sans grande peine vers la zone des 21 immédiatement comme ça là à horizon les prochains jours. Et tout simplement ça aurait été une tentative de plus pour venir juste faire le plein d'acheteurs de volatilité. D'accord. Et dans ce cas-là, on explose les contrats de volat jusqu'à la zone des 21, voire 31. Et après, je vous dis, c'est la zone de non-droit. On va avoir un VIX haussier, des décorrélations énormes entre les secteurs, enfin entre les indices à pricer, probablement un secteur tech qui va se faire dézinguer. Et comme je vous le dis, comme le reste de la cote a déjà bien corrigé, c'est peut-être le reste de la cote qui va performer un peu à Wall Street, mais les techs vont tellement en prendre plein la gueule, je pense que voilà. On va terminer là-dessus pour terminer l'argumentation. Je vous rappelle que tout le secteur tech, regardez les potentiels de baisse. Alors Tesla, il reste encore un bon potentiel, moins 10, voire honnêtement, je vous dis, si toute la cote chute, je ne vois pas pourquoi Tesla ne se ferait pas démonter du moins 20 aussi. Apple, alors là, celle-là, je vais être franc, hein. Aujourd'hui, si elle continue de baisser, Apple, si elle ne revient pas chercher son niveau d'hier, je vais la démonter celle-là, et là, je vais passer sur des positions beaucoup plus agressives sur Apple, parce que la même chose, le risque, c'est qu'évidemment, ça fasse bam, et là, je vous ai dit, ce sera en ligne droite, Apple, hein. Voilà. Et je vous ai prévenu, ça a été pricé n'importe comment, ça a été coté n'importe comment. Là, je pense qu'on est juste venu faire le plein de vendeurs, et c'est pour ça que les prix n'ont pas réussi à performer. C'est-à-dire qu'ici, ça tente de monter, vous avez tous les petits couillons de spéculateurs qui essayent d'acheter, les prix ne montent pas, pourquoi ? Parce que ceux qui ont acheté à long terme ont exécuté leur volume ici à la vente, à de très bons prix. Et je pense que maintenant, la seule liquidité qu'on a de disponible, c'est des stops, mais non pas des stops de vendeurs, des stops d'acheteurs. Donc je m'attends à ce que le marché aille racler tous ces stops assez brutalement et donc casser le support. Et alors là, j'aime autant vous dire, encore une fois, regardez la tronche d'Apple en daily, si ça fait ça, j'aime autant vous dire que le sentiment bullish, il va en prendre un sacré coup et qu'ici, il faudra être assez couillu pour oser racheter Apple. Ce qui fait que je pense qu'ici, on aura un range avant de poursuivre à la baisse encore une fois derrière. Donc Apple, je la surveille, elle, mais je vous ai dit, le jour où elle dégomme, rien que ça fait déjà 16%. Hein, voilà. Et je pense qu'elle pourra aller plus loin. Et ces 16%, je pense qu'elle les fera en 2 ou 3 jours. Mais alors vraiment, ça va être brutal. D'un coup, tout le monde va se rendre compte que Apple, c'est mauvais. Que c'est mauvais, que ça se présente mal et que probablement les résultats vont pas être très bons. Les résultats qui vont être publiés d'ailleurs... D'accord. Ils nous mettent plus les... Ils ont un souci ou quoi chez TradingView là ? D'accord. Bon, ils peuvent plus nous mettre les... Ok. Je sais plus la date, mais bref. En gros, je pense que de toute façon, on va commencer un peu à plafonner ici, rebaisser un peu, et je pense que les résultats, ça va nous faire des gaps baissiers, c'est-à-dire que on va se rendre compte que les résultats d'Apple ont atteint le plafond de verre et que derrière, il n'y a plus que de mauvaises choses à récolter, c'est-à-dire au mieux une stagnation des profits, au pire des baisses de profits. Moi, je pense que c'est le scénario baisse de profit qui se profile et que du coup, c'est ce qui nous permettra après d'enfoncer ce support-là. Donc moi je m'attends à ce que ça baisse là, qu'on vienne jouer les résultats par là, et après soit les résultats sont bons ou moyens et on pourra avoir un petit rebond technique, soit les résultats sont mauvais et là on enfonce jusque là. Venir chercher ma target, je vous rappelle qu'on partira de 193 pour arriver à 120 sur Apple, et ici je peux vous dire que les boules ils commenceront déjà à se poser des questions quand les grosses techs auront perdu 36%. Je pense que là toutes les idées de bulles et compagnie seront bien loin dans les esprits à ce moment-là. Mais évidemment, encore une fois, je vous rappelle, il y a deux façons d'aborder le marché. Soit stupide, on ne se pose pas de questions, on suit ce qu'il y a sur les graphiques. Soit on se pose des questions et alors moi, après, je ne traite pas non plus que les questions, d'accord ? Mais là, je me pose des questions par rapport au pricing que je viens de voir sur les dernières semaines, derniers mois. Il y a carrément des choses complètement anormales à Wall Street. Et les distorsions de marché, je vous le rappelle, quand en plus vous avez des signaux et des contextes et des cadres techniques, des fois, il ne faut pas hésiter à trader contre ce que vous voyez, c'est-à-dire tout le monde pense que c'est haussier, et moi je m'en fous, je vends quand même. Voilà.
Facebook, je reste à la vente, mais je vous ai dit, j'attends que celle-là, elle me matérialise un sommet. Pour l'instant, j'ai une structure intéressante avec ce joli marteau en haut de structure. On a cassé ce marteau par le bas hier. Je veux voir du coup si aujourd'hui ça enfonce et si aujourd'hui j'ai une bougie qui clôture plus bas que celle-là. Plus bas, je veux une clôture sous 201 ce soir sur Facebook. Si c'est le cas, je remets le levier que j'ai sorti avec un stop du coup sur ce renfort au-dessus du marteau. On a bien un momentum baissier, on vient de terminer un cycle haussier, on est bien. J'attends de voir ce que nous donne le prochain. On va avoir donc des prix et un momentum. Alors des prix et momentum en contradiction sur un sommet historique. Donc je pense que dans ce cas-là, on peut avoir là aussi gros renversement de Facebook, c'est-à-dire en fait un retour du risque global sur toutes les techs et clôture donc probablement de ce gap. Ça fait moins 20%. Celle-là, je pense pas nécessairement qu'elle pourra casser le support, pour être honnête. Vu qu'on a cassé la résistance, je pense qu'ici on va aller dans un premier temps au moins venir tester le gap. C'est-à-dire, je pense revenir tester cette zone support. Ça me semble vraiment un strict au minimum sur Facebook. Ça fait quand même 15% de baisse là aussi. Donc voilà, moi je vous dis, je peux pas y aller par 50 chemins. Pour moi, le secteur tech, il est sous une pression extrême. Il y a du volume qui peut se présenter à tout moment. Et si ce volume se présente à la baisse, je pense que ça ne va pas être pour une baisse d'un à deux jours, mais plutôt une baisse de 15 à 30% sur certaines techs. Nvidia, voilà, no comment, ça aussi, ça repart direct au sud. Donc je vais remettre mes renforts. J'avais prévu donc une entrée vendeuse par là, mais j'ai pas pu, je peux pas vendre un truc pareil. Là, par contre, ça oui. Donc là, on a un bel avalement baissier, ça clôture en bas, après un gap baissier. Regardez, ça gap à la baisse et ça avale la bougie. Donc aujourd'hui, à surveiller Nvidia en cas de petit pullback sur le prix d'ouverture hier, donc 249,50. Je pense que c'est intéressant de jouer une petite vente pour tout simplement reprendre ce que j'ai sorti. Moi, je vous rappelle, quand on a attaqué le gap, j'ai sorti des gains sur cette action. Je m'attends très sincèrement à réitérer l'opération aujourd'hui. Tout simplement, voilà, par là, on va dire. En tout cas, cette zone-là, je veux la vendre. Voilà. On voit bien que ça, c'est ultra résistant. Donc, je m'attends aujourd'hui à éventuellement un petit retest du gap et derrière, on baisse. Si ça baisse d'entrée de jeu, c'est pas grave, je suis déjà vendeur. Donc, je peux prendre des trades sur cassure sans problème. J'attends donc tout simplement de voir la cote à Wall Street se faire défroquer complètement. Netflix, je ne sais pas quoi en penser. Netflix, je pense que c'est trop dangereux de reprendre des ventes immédiatement. Par contre, Netflix, ça casse le support là, c'est terminé. Donc voilà, moi j'ai préféré sortir sur celle-là, je vous l'avais dit, parce que normalement on ne devait pas revenir côté l'Iceland Reversal. On est venu le faire, donc le risque c'est que en cas de relais haussier, on ait quand même une appréciation haussière un peu folle de Netflix. Netflix, ça peut très bien, vous voyez, vous collez par contre 15% de hausse en 2-3 jours sur un mouvement complètement vertical qui sera le dernier. Donc en fait, je ne peux pas gérer mon risque sur Netflix parce que le stop est énorme. Vous voyez, si je veux vendre ce truc et être sûr de ne pas me faire racler le stop, il faudrait que je mette un stop au-dessus de 500$. Ça me paraît complètement rocambolesque. Donc je vais attendre Netflix et elle, par contre, il va de soi que dès qu'elle chute, ce sera un couteau. C'est-à-dire que Netflix, ici, elle va prendre sa décision et c'est soit elle se fait un plus 15, soit Netflix, elle va faire moins 15 au bout d'un moment, c'est-à-dire démarrer avec un gap baissier et derrière enfler une journée à moins 15%. Netflix, elle va marquer les esprits. C'est la plus haute, c'est la plus grosse des bubules qu'on ait à Wall Street pour l'instant. Donc il faut vous attendre à ça. Le jour où ça va chier, Netflix, elle va se prendre des moins 15, moins 20 en intraday. Voilà. C'est-à-dire qu'elle perdra 15 à 20% de sa capi, probablement en une seule journée. Donc à surveiller, mais celle-là, je vous dis, je vais mettre des alertes, et d'ailleurs, je vais le faire immédiatement. Voilà. Si on réattaque ce gap haussier là, et qu'on repasse dessous, donc j'ai envie de dire, si on fait un niveau de cassure à 401, pour moi, c'est déjà signe que ça sent le gaz sur ce truc-là, et que tout le monde est déjà en train d'essayer de s'en tirer. Amazon, pour des raisons franchement techniques, je veux pas vendre ça. Là, vous voyez que, comparé aux autres, Amazon, c'est puissant, c'est haussier, c'est fou, voilà. Mais Amazon, il y a un prix qui est beaucoup, beaucoup plus construit que sur les autres. Amazon, il y a eu des pullbacks. À chaque fois qu'on proposait les prix, c'est des prix importants. Bon, il y a quand même cette phase vraiment bullesque là sur la fin, où ça y va un petit peu trop fort. Ce qui fait qu'Amazon, quoi qu'il arrive, devra quand même se prendre, je pense, un petit crash de la valeur. Mais peut-être pas autant que les autres. Voilà. Donc Amazon, moi, par précaution, je préfère pas la jouer à la vente, celle-là. Mais elle se fera niquer comme toutes les autres. Voilà.
Par contre, une qui va être intéressante, c'est bien entendu Boeing. Boeing qui, je pense, a terminé son travail. Retour de la phase de volatilité. Tentative, échec. Là, je pense que Boeing, elle est en train de signer son arrêt de mort. Et celle-là, je pense qu'elle va se prendre une cartouchasse bien comme il faut. Donc ça, c'est bien un sentiment de vague 1. Vous voyez bien que là, il n'y a pas de soutien acheteur. On attend le support majeur. On le fait. On fait un rebond en 2 vagues. On tente de rebaisser. Donc c'est une question de timing. On a toujours ce gap-là qui est partiellement ouvert, ce qui fait que pour moi, Boeing, ça semble trop agressif de se positionner short immédiatement. Mais je pense que là, si on vient clôturer, ça peut être intéressant. Donc vous voyez, sur une petite intraday intéressante à la hausse en début de journée à Wall Street, à l'ouverture, juste pour venir chercher des bonnes ventes, ça me paraît être un bon compromis. Voilà, disons qu'en tout cas, par là, moi, Boeing, je veux bien prendre. Mais voyez, avec juste une petite mèche, venir clôturer le gap. Ici, c'est un niveau de cassure, donc je ne veux pas de clôture au-dessus des 350. Je veux juste qu'on vienne très rapidement ici chercher le prix, baisser. Et puis évidemment, si on se redirige vers le support, c'est game over. Et alors là, Boeing, je la prends en breakout avec un stop du coup au-dessus du sommet, c'est-à-dire 375. Je la prendrai donc en breakout, target 1 pour 1. Et je viserai donc très probablement l'enfoncement de ce support-là. Et donc juste un petit peu en dessous peut-être la zone des 240. En tout cas ici voilà vers les 250$, c'est par là qu'il faudra réencaisser cette action. Vous voyez qu'ici on n'a laissé aucun volume derrière, donc attendez-vous à ce que cette zone soit cotée et probablement d'ailleurs bam et ensuite le fameux dead cat bounce. Donc vous savez comme c'est chute, dead cat bounce et ensuite le crack de la valeur à poursuivre pour tirer vers des valeurs plus basses, probablement vers les 200$ en target final pour ce truc-là. Je vous rappelle qu'on part de 377, donc ça veut dire que Boeing va peut-être perdre près de la moitié de sa capi à terme. Au plus bas, ça veut dire tout simplement que pour acheter, si on vous propose 50% de solde, vaut mieux attendre ces soldes. Voilà, allez, vous connaissez de toute façon mon sentiment. Si j'ai tort, je m'excuserai bien évidemment. Je suis comme tout le monde, je ne suis pas infaillible, encore moins visionnaire. Je ne suis qu'un vilain spéculateur, et le vilain spéculateur que je suis, quoi qu'il arrive, voit toujours que Wall Street est en train d'enfumer toute la cote et que pour l'instant les gens y croient et que ça risque de vriller pour une raison X ou Y dans pas longtemps. Et puis bizarrement ça me plairait bien que ce soit Trump. C'est con, mais voilà, en fait, qu'est-ce qui pourrait permettre aux indices de se démonter la gueule aux US sans que ça touche nécessairement le reste du monde? Voilà. Je pense que Trump, c'est le problème, et j'aimerais bien qu'on s'attaque au problème Trump, et si c'est le cas, et là je peux vous dire qu'effectivement on devrait avoir de belles chuchutes sur pas mal de valorisations américaines. Allez, non pardon, les questions. Alors, les questions. Alors, hop. Alors la finale, mais on peut le faire, encore une fois, je l'ai dit, j'aime bien, moi je m'amuse, je fais des statistiques partout. Après, je ne suis pas un grand footballeur du tout, j'aime pas du tout le foot, mais je trouve, de toute façon, dans le foot comme dans toutes les choses, il y a des statistiques. Et voilà, je pense qu'on a de bonnes chances par rapport à ce que je viens de voir sur la Croatie. Par contre, le truc, c'est qu'il va falloir leur mettre des buts rapidos, parce qu'on voit bien que eux, dès que ça tire sur la longueur, ils sont très très bons. Et ils ont une résilience mentale absolument astronomique. Donc si on veut gagner, je pense qu'il faut leur coller un but dans les 20 premières minutes, 20-25 premières minutes, et puis il faudra, si possible, en mettre un deuxième dès le début de la deuxième mi-temps pour bien démonter la psychologie, et derrière, après, il faudra simplement faire du sale jeu. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur aura mis 2 buts, il faut arrêter de jouer, et puis il faut mettre que des défenseurs, et puis après, tu laisses le temps faire son job jusqu'à tirer les 90 minutes, et puis après, si tout se passe bien, on sera peut-être champion du monde. Mais je pense qu'on a de bonnes chances. Franchement, moi, quand je les ai vus jouer hier, après avoir vu jouer les Français, je trouve que le jeu français est quand même de meilleure qualité. Mais après, il y a cette part-là qui est malheureusement incontrôlable, qui est la chance. C'est-à-dire que, si vous voyez, moi, en termes de statistiques, je préfère le handball, tu vois, parce qu'en handball, tu vas avoir une centaine de buts dans un match, dans un gros match, tu vas avoir dans un très très gros match. Allez, on va dire, tu vas en avoir 50 minimum, voire 100.
Tu vois, là, tu peux faire des statistiques déjà, tu as un peu plus de chiffres. C'est vrai que dans le foot, tu as une énorme part de chance de la réussite de ton coup de pied. Tu peux avoir 15 occasions dans un match, si tu n'en mets aucune au fond des filets, il suffit que ton adversaire il ait un peu de cul et qu'il ait 2 occasions et qu'il t'en mette une au fond, c'est lui qui gagne. Donc voilà, il faudra faire attention à ça, c'est dans le sens où de toute façon, quoi qu'il arrive, pour moi, le foot n'est pas un domaine dans lequel tu puisses réellement mettre à profit des statistiques. Maintenant, il y a quand même des statistiques et je pense qu'elles nous sont plutôt favorables. Yes, voilà. Bon, j'essaierai voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile et c'est un sujet sur lequel j'aime pas trop parler, sauf si vous posez la question, tout simplement parce que derrière, après, vous vous dites que comme je fais ça, il faut faire comme ça. Et vraiment, j'insiste, c'est très important. Gérer son risque comme je le fais, vous ne pouvez pas le faire. Que penses-tu du crowdfunding? Oui, moi je trouve ça très bien. Je pense que de toute façon, c'est tout ce qui est crowdfunding, tout ce qui est comment ils appellent ça? Ah merde, j'ai un mot qui me vient à l'esprit mais qui n'est pas le bon, private equity, mais c'est pas ça. Moi je pense, je trouve pas. L'actionnariat salarial, c'est-à-dire que tout simplement, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir comprendre que pour motiver tes salariés, il faut leur donner une part de l'entreprise pour les motiver à participer à la profitabilité de l'entreprise au lieu de verser des dividendes astronomiques à des investisseurs gavés de liquidités. Donc je pense que au bout d'un moment, il va falloir comprendre que notre schéma de répartition de la richesse, il est vraiment pas bon et qu'il serait temps de le remettre un petit peu sur les rails si on veut pas se prendre un vrai soulèvement populaire dans les prochaines années qui franchement ne sera pas beau. Voilà. Donc moi j'ai pas vraiment envie de voir le peuple se soulever. Je préférerais que ça se passe un petit peu plus dans le calme. Mais attention, si on va vers des révoltes populaires, je vous ai toujours dit, quand le peuple se soulève, généralement, il fait pas ça gentiment. Historiquement, il a coupé des têtes, ça n'a jamais été joli, voilà, quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça. C'est ma vision maintenant. Moi, je ne suis pas non plus pessimiste là-dessus. Je pense qu'on peut trouver des solutions intelligentes et ne pas rentrer dans les biais du passé, même si, comme je vous dis, historiquement, quand même, l'histoire nous apprend que même si on essaie, souvent, ça finit pas comme ça. On verra. Allez, le scalping, on a carnet d'ordre, on le fera, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, non, je suis clairement pas le meilleur trader. En France, il y a des bien meilleurs traders que moi. Le seul truc, c'est que il faut voir, je vous l'ai dit, il y a des bonnes choses à prendre chez tout le monde. Moi, le truc, c'est que je pense que je suis peut-être le meilleur pédagogue. Et encore, je trouve ça très gonflé d'oser me dire je suis le meilleur. Je sais pas, mais je pense que je suis un bon pédagogue, ça oui. Maintenant, après, en termes de trader, moi je suis clairement pas le trader français qui fait le plus de pognon et tout ça, parce que moi j'ai des biais personnels qui m'empêchent de gagner beaucoup trop d'argent. Je vous l'avais expliqué ça dans la gestion du risque, dans l'émission sur le money management, qu'il y a un levier qu'on oublie, il y a un curseur de risque qu'on oublie tout le temps en fait. Quand on est débutant, puisque en fait on se dit si je fais 100% par an, c'est une question qu'on me pose souvent quand on me dit quand on me demande combien je fais de rentabilité annuelle et que je dis je fais entre 100 et 140. Et les mecs me disent non mais c'est n'importe quoi, t'es mytho parce que sinon tu serais déjà millionnaire. Mais non. Non, parce que ça marche pas comme ça. En fait, il y a un levier que vous pourrez jamais dépasser ou que vous pourrez déplacer que très doucement dans le temps. C'est le levier de votre limite psychologique des gains. Moi, je sais que si je gagne plus de 60 000 euros annuels, je me sens pas bien. Je me sens sale et en fait, je me rends pas compte que si je dépasse ces niveaux-là, c'est plus moi qui commande et je me remets à retrouver mes billets de débutant. Donc moi, je vous l'ai dit, chaque année, je recommence avec le même capital et je refais la même chose chaque année. Je ne multiplie pas et je ne réinvestis pas mes gains. C'est-à-dire que d'une part, ça permet de sécuriser mon capital, c'est-à-dire que je spécule, mais toujours avec le même montant, et les gains que j'ai fait l'année précédente, en fait, je les investis ailleurs. Voilà. Ce qui fait que si jamais un jour je dois réellement complètement vriller en trading et cramer un compte, maintenant je pense plus que ça puisse m'arriver, mais si ça devait m'arriver demain et que je crame un compte, rassurez-vous, il me restera beaucoup de pognon. Voilà. Donc moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, mais après, voilà.
trouver sa limite et ne pas chercher à la dépasser, parce que celle-là, elle est très dangereuse. La limite de se dire, ouais, bon, bah écoute, comme cette année, je gagne 100, l'année prochaine, je le réinvestis, infiniment, et là, vous rentrez dans un système parabolique qui, tôt ou tard, effectivement, est voué à l'échec. Moi, je suis pour l'arrêt des paraboles et la constance. Ouais. Moi, chaque année, je fais la même chose, pratiquement. Alors, il y a des bonnes années, il y a des moins bonnes années, et voilà. Mais si tu veux, le principe, c'est que moi, tout ce qui est parabolique, je coupe. Mais partout, si tu veux, moi, dès que je perçois un sentiment parabolique, je sais que ça amène des choses derrière qui sont paraboliques, c'est-à-dire des émotions qui vont devenir complètement folles, et puis derrière, après, tu te prends le revers. Des exemples comme ça, je veux dire, j'en ai tellement. Regardez, voilà. J'en ai un magnifique. Regardez, quand vous avez tous voulu prendre les indicateurs, là, il y a quelques mois, c'était la folie furieuse. Vous me sautiez tous dessus comme si j'étais le bout de viande parfait. Allez, ça y est, c'est le mec, il a tout compris, il faut tous aller chez lui. Et j'ai fait quoi ? Je vous ai bloqué, je vous ai empêché de rentrer. Je vous ai fait rentrer au compte-gouttes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un système parabolique, j'ai construit une belle droite de tendance, toute douce, et je vous ai fait rentrer au compte-gouttes, au lieu de vous laisser rentrer tous d'un coup, parce que franchement, si je suis persuadé, moi, que si je vous avais laissé faire ça, si je vous avais laissé rentrer immédiatement, brutalement, tous ensemble, probablement derrière, ça aurait été un crack, et il y en aurait les 3/4 de vous qui seraient déjà repartis. Alors qu'aujourd'hui, pour la plupart, vous êtes toujours là. Alors il y en a qui sortent, il n'y a pas de souci, c'est comme ça rentre, ça sort, mais je pense que stabiliser les choses dans la vie, c'est quelque chose de très important, de lutter contre tous les systèmes paraboliques, parce que l'être humain les veut, on les aime ces systèmes paraboliques, je veux dire, c'est comme ça, mais le problème c'est qu'on aime toujours quand les choses montent, on déteste quand les choses baissent. Alors au bout d'un moment, il faut peut-être accepter que les paraboles, c'est pas la solution à tous les problèmes. Que c'est même au contraire le problème qui crée, c'est la structure qui crée beaucoup de problèmes. Alors, peux-tu donner ton point sur Euro AUD ? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas comme cross. Je préfère rester sur le cross complètement exotique AUD NZD que de me risquer sur ce type de cross-là. Mais allez, je vais le faire pour toi, mais je suis pas. Voilà, là comme ça me parle pas. Je me dis que c'est pas le genre de truc sur lequel j'irai me poser maintenant. Et ce que j'ai devant mes yeux me conforte. Alors après, effectivement, s'il y a quelque chose à faire, ce serait plutôt bear là. Mais voilà, tu es sur un bon gros range. Je pense que c'est plutôt bear. Honnêtement, en fait, il y a même des choses assez intéressantes là-dessus. Je te cache pas que ça me semble pas inintéressant ce truc-là. Mais je te dirais un petit bear. Voilà. C'est-à-dire que tu as un contexte daily bear et tu as un signal 2 heures bear. Je pense que ça peut se vendre, ce truc-là. Là, tu es à la limite de ce qui peut se prendre. Hein. C'est-à-dire que là, théoriquement, il faudrait quand même se bouger le cul, là, puisque tu es limite sur un trade en breakout. Là. Voilà. Le trade spéculatif, il était là, dans cette zone-là. Là, tu es plutôt sur un trade breakout. Donc, j'ai envie de dire, à la limite, ça fait vente là. Une fois que la cassure est faite, hein, attention, on ne vend pas le support, je te rappelle, c'est interdit de vendre un support. Mais je vois, tu as un momentum baissier, tu as un momentum en dessous de 0. Si le support là cède, je pense qu'une entrée en breakout, c'est pas dégueu, avec un stop du coup au-dessus du signal bear, et dans ce cas-là, tu payes ton stop par là. C'est-à-dire que tu vends là, tu payes ton stop, et puis après, tu laisses filer la position en swing, et tu la regardes plus. Moi, je la jouerais comme ça, à la limite. Mais donc, comme c'est un trade breakout, petit levier, hein, voilà, petit levier. Je pense que là, regarde, ton invalidation, elle te coûte 0,5, donc je dirais que sur un truc comme ça, un levier 2, ça me semble pas stupide. Voilà. Un levier de 2 en breakout, tu risques 1% de capital. Une fois arrivé ici, tu encaisses la moitié de ton trade, tu es payé, ça veut dire que du coup, tu as un levier 1 gratos derrière, avec un prix d'entrée là qui peut viser ça. Donc tu risques 1 pour gagner 2,5% à l'arrivée. Ça me paraît pas mal. Et tu vises pas plus bas que ça. Voilà. Ok ? Moi, ça me paraît pas mal comme schéma. Tu gagnes 0,5 immédiatement ici pour payer ton stop. Et puis derrière, tu peux rajouter, du coup, comme on a dit, il te reste un levier 1 plein qui tire là et qui fait 2%. Donc voilà, tu gagneras 2,5 de gain pour un risque de 1% sur un trade sur breakout. C'est bien, hein, un ratio de 2,5 pour 1 dans un trade sur breakout, c'est un bon trade. Tu as rarement ce type de ratio en breakout. Normalement, le breakout, c'est plutôt du 1 pour 1 ou on va dire 1,5 pour 1. Voilà. Donc là, il y a un bon trade sur breakout. Par contre, tu attends que le support cède. Si le support n'a pas cédé, c'est pas possible.
Alors, sur des résistances clés, ces prochains jours vont être décisifs. Je suis complètement d'accord. Oui, mais tu as une semaine d'essai gratuit, Marie. Voilà, moi je vous dis toujours, voilà, comment s'en passer, c'est une aide, mais absolument pas. Ça permet de gagner du temps. Perso, ça m'intéresse, c'est de comprendre, de faire le taf par moi-même. Donc je les ai pas exprès. Oui, voilà, après il n'y a pas de souci, hein, comme je vous l'ai toujours dit, un momentum c'est un momentum, sine wave c'est sine wave. Vous pouvez très bien faire le boulot vous-même et ne pas utiliser mes patterns. C'est clairement une aide à la décision. Le principe c'est que voilà, c'est beaucoup de patterns et après, moi je trouve les indicateurs sont bien pour ceux qui manquent de confiance. Voilà, parce que ça va, si vous voulez, vous allez temporairement transférer le manque de confiance que vous avez en moi. Voilà. C'est-à-dire que vous allez utiliser mon boulot pour que la partie signal, vous ayez confiance dedans. Quand vous avez bear, pouf, vous dites ok, c'est bon, ça va, j'y vais. Parce que sinon, quand vous essayez de construire vos stratégies et que vous manquez de confiance en vous, le problème c'est que vous allez souvent douter, puis changer d'indicateur, puis ceci, puis cela, puis machin. Alors que il ne faut pas faire ça. Voilà, il faut vous concentrer, et il faut progresser. Donc je pense que dans ce sens-là, ça peut aider, mais il va de soi que les gens qui ont beaucoup de confiance en eux, comme Thomas, je pense que vous, clairement, vous n'en avez pas besoin. L'intérêt, c'est de comprendre comment mes indicateurs fonctionnent, et puis après, vous pouvez sans problème répliquer avec soit les indicateurs que vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment une aide, et il n'y a pas de souci. Thomas a vraiment raison. Moi, je vous l'explique comment vous passez des indicateurs. C'est vraiment pas une nécessité. Voilà, c'est un confort. C'est un confort pour ceux qui peuvent se le permettre. Et encore une fois, si vous ne pouvez pas vous le permettre, n'allez pas les acheter. Hein. N'allez pas payer pour un truc si vous avez un tout petit capital. Allez, c'est bon, j'ai traité toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.